L'élevage dans la région est développé de façon historique. Il y a très longtemps qu'il y a des chefs dans cette région-là. C'était principalement les femmes en fait, qui avaient cet élevage-là dans les exploitations et qui allaient vendre en fait, le fromage sur le marché pour faire un peu de produits pour faire vivre la famille. Et progressivement, après la disparition du phylloxéra dans la région au milieu du 19e siècle, il y a le développement de l'industrie pour produire du beurre et ensuite l'idée de faire du fromage aussi dans les industries laitières, principalement coopératives. Et à partir de là, naît dans cette région plutôt de plaine cette idée de fabriquer du fromage dans les industries laitières, ce qui est un peu différent d'autres régions en fait. Et progressivement, ces industries se développent autour du pays mélois principalement, le Poitou méridional, deviennent très nombreux jusqu'à 150 au niveau régional dans les années 50. Et ensuite, à partir des années 1970, on a un développement d'élevage caprins qui se développe également de façon très importante, jusqu'à aujourd'hui où on a à peu près 1000 exploitations laitières dans la région, une production d'un peu plus de 200 millions de litres de lait de chèvre tous les ans dans cette région-là, et encore, malgré tout, j'ai envie de dire, 120 producteurs fermiers qui continuent de produire traditionnellement sur leurs exploitations le fromage de cette région-là. Dans la région, on est quand même sur des exploitations laitières avant tout. La proportion de fermiers est relativement faible. Ça ne veut pas dire qu'on n'en trouve pas, il y en a quand même beaucoup, mais la proportion est faible. Et c'est vrai que le revenu des éleveurs laitiers dépend beaucoup du litrage en lait, litrage par chèvre. Et effectivement, il faut avoir une bonne maîtrise, en particulier l'alimentation. C'est relatif. La conduite peut être qualifiée d'intensive, oui. Mon frère et moi, on s'est installés avec mes parents, en GAEC toujours. Mes parents étaient sur l'exploitation, avaient une exploitation céréales et élevage de porcs. Et on s'est installés donc tous les deux avec eux, mais avec le souhait, le désir de faire une activité nouvelle. Les porcs, ça ne nous plaisait pas trop, c'était beaucoup trop cyclique. On souhaitait avoir un élevage qui nous permettait d'aller assez vite. Donc les chefs, c'est quand même un élevage qui permet d'avoir un revenu assez rapide. Et surtout, ce qu'on souhaitait faire, c'était de la transformation en fromage et de la vente directe. Concernant l'alimentation des chèvres, donc, nous produisons donc, le foin, ça, tout vient de l'exploitation. La paille que l'on utilise, qu'elle mange un petit peu, qu'on utilise pour les litières, ça, donc, c'est produit sur l'exploitation aussi parce qu'on a quelques parcelles de céréales. On garde les grains de blé, les grains d'orge. On achète juste un petit peu de maïs et des minéraux pour compléter en fait, la ration. On n'est pas 100% autonome, on espère toujours, on vise. On a limité notre production à un certain nombre de litres de lait qu'on est capable de transformer et de vendre chaque année à nous tous, quoi. C'est notre quota qu'on s'impose. Mes choix de producteurs, ils sont d'essayer de développer un modèle agricole et donc un modèle économique qui soit en adéquation avec les enjeux que doit relever l'agriculture. L'activité agricole n'est pas une activité économique qu'on pose au milieu de nulle part, c'est une activité qui s'inscrit dans une approche territoriale et moi j'évolue sur un territoire qui est à la fois un bassin versant, à la fois dans une zone géographique bien précise, avec son identité, sa culture et pour moi c'était important de bâtir un projet agricole qui ne trahissent pas ces enjeux territoriaux, ces enjeux culturels et ces enjeux économiques.
Et donc ça veut dire agriculture biologique, ça veut dire agroforesterie, c'est-à-dire que je plante des arbres dans mes parcelles et que je cultive entre les arbres. Ça veut dire arrêt du maïs, parce que produire du maïs pour alimenter des animaux qui sont élevés sur des surfaces bétonnées et qui ne voient plus un brin d'herbe, ça me paraît une incohérence incroyable. Tout bêtement, mes animaux restent des herbivores et donc tout bêtement, je leur fais consommer de l'herbe. Quand j'ai laissé les chèvres, j'ai eu des chèvres pendant 12 ans, j'ai dû quitter l'endroit où je faisais ma production de fromage et j'ai choisi de venir m'installer à Melle parce que Melle est agréable et j'ai trouvé ce petit bâtiment à acheter. Donc je l'ai fait aménager en fromagerie et là j'ai commencé à acheter du lait chez un producteur et à le transformer comme quand j'avais mes chèvres en fait. J'ai gardé les mêmes méthodes de travail. Donc vous êtes ici à la coopérative laitière de la Sève qui est donc une coopérative, statut auquel on est très attaché. Le producteur, il a un regard direct sur la valorisation de son lait. Contrairement chez un industriel, s'il vend son lait à un industriel, l'industriel lui dit « je prends ton lait à tel prix ». Ensuite, que l'industriel le valorise nettement mieux, le prix du lait il a été fixé. Par contre, dans une coopérative, le producteur de lait, il est acteur. Alors cette coopérative a eu toujours une fibre particulière qui était celle de la qualité. Ici, en lait de chèvre, on transforme une grande partie, environ 50% du litrage que l'on collecte, en lait cru. C'est une coopérative qui compte 200 salariés, qui compte 180 producteurs de lait, qui transforme 46 millions de litres de lait de vache à l'année et 16 millions de litres de lait de chèvre à l'année. Il faut savoir que nos collègues à côté transforment plutôt des volumes qui sont autour de 150, voire 200 millions de litres. Alors là, avec moi, on est 7 à travailler. Quand j'ai commencé, on était 2. En 94, quand je suis venue m'installer ici, on était 2. Et puis le fromage se vend, et puis ça s'est fait un peu tout seul. J'ai opté pour vendre mes fromages chez les grossistes. On ne gagne pas moins. Enfin, bien sûr, le prix du fromage est moindre, mais on en voit en grosse quantité, on se déplace plus, on a des camions qui viennent chercher le produit. Et j'ai 5 grossistes en tout. Et puis, quand même, comme j'aime le travail de fromagerie, j'aime l'affinage. On fait de l'affinage pour les cuisiniers et pour les particuliers qui viennent chercher leur fromage ici. La vente directe, je ne sais pas, elle coulait de source. C'était pas une idée, c'était évident. Parce que bon, on avait du lait qu'on transforme en fromage. C'est très agréable de transformer en fromage et c'est aussi très agréable de vendre le produit qu'on a transformé. Il me semble que l'agriculteur, pour nous, était avant tout un producteur, un transformateur et un vendeur. Comme au début du siècle, ou avant l'arrivée des coopératives, les coopératives étant après des regroupements pour vendre après en commun. Alors nous sommes présents sur le marché français, toute France, tout réseau. Nous sommes présents chez les crémiers, nous sommes présents chez les grossistes, nous sommes présents en grande distribution. On a développé les États-Unis et le Canada énormément. C'est un de nos axes principaux, et depuis maintenant de nombreuses années. On est présent bien évidemment sur les principaux pays d'Europe. On commence à être présent également sur les pays de l'Afrique, avec des volumes qui sont évidemment beaucoup plus petits que ceux des États-Unis, de l'Allemagne ou de l'Angleterre. Il
y a un peu plus de 30 chèvres à la production de lait, dans une démarche de transformation et de circuit court, quoi, donc de commercialisation en vente directe, vers des AMAP, des associations de maintien de l'agriculture paysanne, 2 AMAP. Et donc l'objectif, c'est de trouver une viabilité économique de l'atelier de manière à ce qu'il soit autonome. Et avec 30 ou 35 chèvres, aujourd'hui, je trouve la rentabilité économique qui me permet de financer un poste sur ma structure. L'enjeu d'une AOC, c'est de pouvoir protéger un produit, un territoire, un terroir, et de protéger aussi un savoir-faire. Aujourd'hui, l'AOC est vraiment un signe de reconnaissance. Et je dirais que à l'export, aujourd'hui, c'est un sigle qui est reconnu. Et c'est vraiment une porte d'entrée très importante. Moi, j'ai commencé à faire du chabichou 2 ou 3 ans après sa création, après la création de l'AOC. Il y a ce qui me gêne personnellement dans le chabichou, c'est qu'il a un cahier des charges, à mon avis, insuffisant. Et tout le monde peut faire du chabichou, en fait. Alors donc la Route du Chabichou est une association, c'est important de le dire, qui regroupe tous les acteurs en fait de la filière caprine, qui se sont réunis donc sur un projet au départ, comme je le disais tout à l'heure, réellement d'accueil du public. Non seulement on veut faire découvrir son métier, son exploitation, son environnement, etc., mais on veut aussi faire découvrir son pays. On a la chance aussi d'être dans un territoire qui a quand même un patrimoine bâti, historique, etc., qui est très important et très riche. Donc voilà, promouvoir le produit et promouvoir le territoire dans lequel on est, puisqu'ils sont, en plus, ils sont dépendants l'un de l'autre. On a fait nos premières journées portes ouvertes en 1990. Alors c'était très... Voilà, c'était tout simple à l'époque. Puis bon, au fur et à mesure des années, donc on a recommencé l'année suivante, puis l'année suivante, etc. Puis au bout d'un moment, quand même, on s'interrogeait en se disant c'est pas possible, il y a toujours du monde, c'est pas normal, l'année prochaine, il n'y aura personne, les gens vont se lasser, quoi. Et on s'est rendu compte au bout d'un certain temps, finalement, que c'était un souhait, une nécessité pour les gens, en fait, de venir voir comment on travaillait. C'est les gens, après, qui font le choix de voir si le système de production qu'on a là leur convient ou s'ils en préfèrent un autre. Mais il faut leur expliquer comment on fait. Les jeunes s'intéressent dans notre région encore, mais bon, c'est vrai que si on regarde les installations, jusqu'à maintenant c'était encore timide, mais on sent que des jeunes s'intéressent à cette production parce que jusqu'à maintenant, en espérant que ça dure, c'est une production qui a relativement bien marché au niveau économique avec des prix à peu près corrects. Bon là, apparemment ça se tasse un peu au niveau du prix du lait. Et puis malheureusement, on a des prix de matières premières qui augmentent à cause du coût des céréales, par exemple. Donc les aliments du commerce augmentent et les marges sont quand même de plus en plus réduites. C'est-à-dire que nous, la crise du lait, bon, ma foi, ça ne nous concerne pas vraiment parce qu'on ne livre rien à la laiterie. Donc on transforme tout ce qu'on produit. Tout ce qui concerne, par exemple, la hausse du prix des aliments en ce moment, ça ne nous concerne pas trop non plus parce que nous, on garde tous nos produits, on garde notre blé. Donc, ce blé, il nous coûte le même prix aujourd'hui que le jour où on l'a produit. C'est pas, voilà, donc ça, on n'a pas... On est assez peu confronté, on est plutôt assez indépendant, quoi. À l'image, un peu à l'instar de la problématique laitière bovine, qui a traversé une crise importante depuis 2 ans, la filière caprine n'est pas à l'abri de cette crise-là,
parce qu'on est sur des modèles de valorisation du lait de chèvre tournés vers l'économie de marché. C'est-à-dire que on a encore une fois construit des modèles qui, je fais souvent des caricatures mais j'aime bien, construit des modèles qui ont plus la vertu de nourrir le capital que nourrir l'humanité ou nourrir les hommes. Et ben malheureusement, avec une production aussi identitaire que la production caprine en région Poitou-Charentes, eh bien on a pris des orientations où des gens, des décideurs ont pris des orientations, notamment au niveau de la coopération laitière en Poitou-Charentes, des orientations qui vont dans le sens d'un modèle qui nourrit plus vite le capital que les gens autour d'eux et qui ont négligé les entrées qualitatives au profit de la quantité pour s'inscrire dans une économie de marché qui contrôle plus et qui peut demain les faire mourir aussi vite que ça les a fait vivre. La production caprine, l'élevage de chèvres, c'est le Poitou dit méridional. Et de ce territoire traditionnel, en fait, on a aujourd'hui eu un développement vers les zones de bocage, vers les zones d'élevage du nord de Sèvres, de la Vendée et même du Maine-et-Loire, où l'élevage de chèvres s'est progressivement développé sur des zones où les prairies se sont maintenues principalement, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines zones, par exemple de la Vienne ou du sud de Sèvres, où la céréaliculture, suite à la PAC, par exemple, à la politique agricole commune de 1992, s'est développée. Et en se développement, a progressivement enlevé ou atténué, en tous les cas, l'implication de l'élevage laitier et notamment l'élevage de chèvres. Parce qu'on n'aura jamais les moyens de contrebalancer dans la politique régionale, avec notre budget de la région, les 660 millions d'euros qui sont distribués par la politique agricole commune, mais on a les moyens, avec les 11,5 millions d'euros, je crois, dont je dispose sur le budget agricole par an pour essayer de porter des alternatives agricoles, de poser des grains de sable et de pousser 2-3 leviers. Et l'exemple, c'est par exemple d'interdire les OGM en région Poitou-Charentes. Et interdire les OGM en Poitou-Charentes, ça a permis de se reposer la question de la pertinence du maïs, parce qu'on ne pouvait plus mettre de soja qui venait d'Amérique du Sud. Ça a permis de remettre au cœur des débats des modèles herbagés pour nourrir nos animaux d'élevage. Et du coup, on s'est rendu compte que effectivement, on entrait dans un cercle vertueux où on redonnait du sens à des produits de terroir. Et voilà comment on a posé un grain de sable et on a poussé des leviers. Je crois qu'on a des comptes à rendre à la société.